Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'accès direct, comme chaque lundi. Votre émission d'actualité de découverte, on est ensemble pour 45 minutes. Au programme de ce lundi 8 octobre, je recevrai donc le docteur Anne de Lorraine pour parler de l'opération Octobre Rose. Lucie Hainaut, alias Ludubutine, sera là pour sa première chronique. Et comme chaque lundi, vous en avez désormais l'habitude, c'est notre page sport. Ce soir, nous parlerons des Chevaliers du Lac d'Annecy. Mais avant d'accueillir mes invités, Fanette va venir. Fanette qui arrive de Paris, qui arrive avec les dernières chaussures à la mode. Très jolies chaussures. Merci Sébastien, je sais que tu aimes bien les chaussures. Alors on va découvrir avec toi les titres du journal. On parle on peut le dire, un coup de gueule, une semaine après la démission de Dominique Dore, maire d'Aix-les-Bains. Un nouveau maire de Savoie démissionne, cette fois-ci pour des raisons différentes. Oui, on en avait un petit peu parlé avec la sénatrice Sylviane Noël. Beaucoup de maires, notamment ruraux, démissionnent. C'est le cas là du maire d'Aillon-le-Jeune. Il dénonce un quotidien infernal, ce qui a aussi un petit peu... accélérer sa décision, c'est l'avenir de la station qui est entre les mains de Chambéry Métropole. Et voilà, il y a divergence sur le projet à venir, donc il en a ras-le-bol, donc on l'entendra dans le JT. Et puis on ira faire un tour à Palexpo pour découvrir une exposition consacrée à un jeu de notre enfance. Je suis sûr que tu as joué au Lego. Oui, Duplo peut-être plus, mais là ce sont des Lego, 1 million de Lego, donc en fonction des sculptures ça va de 2000 petites briques à 80 000. C'est une exposition assez sympa, que ce soit pour les adultes et ou les enfants. Elle vient de commencer à Genève jusqu'au 6 janvier, donc c'est à ne pas rater. On verra le reportage de Jean-Paul Crespi. On enchaîne avec la revue de presse, notre revue de presse quotidienne. On commence avec un article sur les barrages, les grands barrages de notre territoire. Voilà, c'est un dossier complet sur l'énergie hydroélectrique à lire dans Écho Savoie-Mont-Blanc, mais cet article précisément, il s'intéresse à l'ouverture à la concurrence de l'exploitation des grands barrages. On en a déjà parlé sur 8 Mont-Blanc. Le dossier est sur la table depuis 2006. Les premières mises en concurrence devaient intervenir en 2015. C'est toujours pas le cas. D'ailleurs, la Commission européenne a adressé 2 injonctions à la France avec une mise en demeure qui cible plus particulièrement EDF, mais le sujet divise. Les syndicats notamment dénoncent le fait que la France soit le seul pays à avoir eu cette mise en demeure et l'obligation d'ouvrir ces barrages à la concurrence. Et parmi les premiers barrages concernés, il y aurait la zone du Doron de Beaufort. Il y a pas mal de barrages dans le Beaufortin. J'ai dit aurait car les élus locaux et les syndicats dénoncent aussi le manque de transparence dans ce dossier, puisqu'il y a pas mal de courriers, de choses qui passent, mais personne ne sait ce qu'il y a dedans. Donc voilà, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Et puis, encore un glacier qui n'ouvre pas en temps et en heure. Voilà, tu le sais, on en a pas mal parlé dans l'actualité. Le GIEC, le groupement d'experts intergouvernemental pour l'évolution du climat, a rendu son rapport sur le réchauffement climatique. Alors c'est une conséquence parmi d'autres. On avait déjà parlé de Tignes il y a quelques jours qui a dû reporter l'ouverture de son glacier. C'est le cas aussi des Deux Alpes. Il devait ouvrir à la Toussaint. Ce ne sera pas le cas. C'est la 2e année. On le voit sur les photos. Les glaciers, c'est assez, les images sont assez impressionnantes. Donc voilà, une conséquence parmi d'autres, malheureusement, du dérèglement climatique. Et puis toi, on va s'intéresser aux chamois. Oui, c'est un article du Parisien qui nous raconte la mésaventure arrivée à Christophe Roussillon. Christophe Roussillon, c'est un viticulteur de 45 ans. Il est à Brison-Saint-Innocent. Et du mois d'avril au mois d'août, 6 chamois sont régulièrement venus manger les pousses, les bourgeons et les feuilles avant que le raisin ne sorte. Le viticulteur est sûr de son fait, puisqu'on peut le voir sur ces images. Il a pu prendre quelques clichés grâce à un appareil à déclenchement automatique. Résultat, 600 litres de vin de perdu, ce qui équivaut à 800 bouteilles pour un manque à gagner quand même de 5 000 €. Donc c'est pas rien. Petite curiosité, la parcelle ravagée n'est qu'à 300 mètres d'altitude, alors que d'ordinaire, les chamois évoluent plus entre 1500 et 2000 mètres. Donc c'est une vraie curiosité. On ne sait pas comment ces chamois sont arrivés là. Et puis, le refuge du goûter a fait le plein cet été. Oui, on s'en doutait un petit peu, hein, le refuge du goûter. L'accès au Mont Blanc, au cœur de l'actu, on en a beaucoup parlé. 11 258, c'est le nombre de nuitées enregistrées au refuge du goûter pour cette saison. Un chiffre record, hein, attendu à cause du fort ensoleillement, des températures élevées de cet été. Au total, le refuge du goûter aura connu un taux de remplissage moyen de 80%. C'est un chiffre intéressant, alors qu'on le rappelle, l'accès au Mont Blanc par la voie réelle pourrait être régulé à partir de l'été prochain. Donc voilà, ça continue de parler, on verra la suite, mais... Là aussi, on risque d'en parler. Affaire à suivre. Merci beaucoup, Fanette. On te retrouve en fin d'émission. Ah, alors qu'on me dit que Fabrice adore les chaussures de Fanette. Je ne sais pas qui est Fabrice. On passe à la rubrique Actu. Vous pouvez rentrer. Madame Anne de Lorraine. Alors, vous êtes médecin, directeur... Bonjour. Bonjour, bonsoir, pardon. Médecin, directeur au DOC Savoie. DOC pour dépistage organisé des cancers. Nous sommes au mois d'octobre. On parle forcément d'Octobre Rose. Tout à fait. Le mois d'octobre, c'est le mois qui traditionnellement
traditionnellement est le mois de lutte contre le cancer du sein. Et donc, du coup, le dépistage du cancer du sein, c'est l'occasion à ce moment-là de nombreuses actions que nous menons donc, avec différents partenaires dans le département. En particulier cette année, nous avons donc, avec la mutuelle Entre nous, organisé 3 séances de gym douce dans l'agglomération chambérienne. Il y en a une demain qui se passe donc au Faubourg Montmélian, au quartier, à la maison de quartier du Faubourg Montmélian, et puis il y en a eu aussi, une aussi samedi. De manière plus globale, comment est-ce que ça a commencé, Octobre Rose? C'est quelque chose qui est assez ancien, qui est en lien avec Estée Lauder, hein, c'est d'origine américaine, et en fait, Octobre Rose, l'idée d'un mois du dépistage, enfin d'un mois de lutte contre le cancer du sein a été repris après par l'Institut national du cancer depuis de nombreuses années. L'idée, c'est d'essayer, en tout cas pour la structure chargée du dépistage organisé, de motiver les femmes à aller faire leur dépistage et en particulier à aller faire une mammographie. Pourquoi le mois d'octobre? On sait pourquoi le mois d'octobre a été choisi? Alors là, par contre, vous me posez une colle. Alors, vous l'avez un petit peu évoqué, au niveau local, en Savoie, qu'est-ce qui est mis en place très précisément pour ce mois d'octobre, pour Octobre Rose? Alors, j'imagine qu'il y a plusieurs manifestations, plusieurs choses de mise en place. Oui, il y a plusieurs manifestations. Alors, je vous ai parlé donc en fait de ce partenariat avec la mutuelle Entre nous, mais en dehors de cela, nous sommes présents, donc nous serons présents à Albins, à Challes-les-Eaux avec le Medipôle. Donc, Albins, ça se passe avec l'assurance maladie, et de la même façon, le 26 octobre à Châtelard. Donc dans le cadre d'un forum santé. Et de la même façon, il existe aussi en Haute-Savoie un certain nombre de manifestations. Une qui se passe donc le 10 octobre dans la galerie d'Auchan à Épagny, hein, juste à côté, voilà, et une autre le 19 octobre, donc, qui se passe donc, dans la galerie de Géant à Annemasse. L'idée, c'est en fait de proposer donc, la présence de la structure qui est chargée du dépistage, c'est de proposer des animations et de proposer aux personnes de venir nous parler, de faire le point avec elles de leur dépistage, est-ce qu'elles ont perdu leur invitation, pourquoi est-ce qu'ils n'y vont pas, et donc à cette occasion, il y a de nombreuses animations. Alors cette année, c'est la 25e édition consécutive de la campagne en France. Ça signifie aussi malheureusement que la maladie ne recule pas? Non, la maladie ne recule pas, hein, puisqu'il y a 59 000 nouveaux cas de cancer du sein par an. On voit quand même que la mortalité se stabilise, hein, 12 000 décès, mais effectivement, la maladie ne recule pas. Et ce qui est important, outre les éventuelles actions de prévention, c'est finalement d'aller se faire dépister. De 50 à 74 ans, en France, on a la chance d'avoir un dépistage qui est organisé, c'est-à-dire une structure, dans chaque département elle existe, qui invite les femmes à aller faire une mammographie et un examen clinique des seins. Cet examen, l'intérêt, c'est que le fait de le faire dans le cadre du dépistage organisé, il y a une relecture des mammographies qui se font dans la structure de dépistage, donc Doc Savoie chez nous, mais au SDC 74, donc en Haute-Savoie. Et cette relecture, elle a l'avantage de permettre de dépister encore plus de cancers. On a entre 7 à 10% de cancers supplémentaires qui sont trouvés grâce à cette relecture des clichés. Est-ce que c'est une maladie taboue encore, le cancer du sein? Non. Ça l'a été? Oui. C'est plus le cas aujourd'hui? Ça n'est plus le cas. Ça n'est plus le cas. C'est une maladie maintenant qui est bien connue. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage qu'on ait encore des dames qui n'en profitent pas. Hein. L'examen, le fait de le faire dans le cadre du dépistage organisé, c'est entièrement pris en charge par l'assurance maladie. Finalement, pour les dames, ça ne change pas grand-chose parce que bon, il y a certaines dames qui sont attachées à leur gynécologue, à leur médecin traitant, mais finalement, par le dépistage organisé, les médecins restent informés, la structure transmettant les résultats de cette relecture. Vous m'avez un petit peu devancé. Aujourd'hui, vous diriez qu'encore trop de femmes hésitent à faire le pas du dépistage? Oui, alors dans notre département, il y a 62% des femmes qui font leur mammographie, donc qui participent au dépistage. Les chiffres sont un petit peu équivalents en Haute-Savoie, mais finalement, les recommandations sont au moins d'atteindre 70%.
Et donc, comme je vous disais, c'est un petit peu dommage que encore un certain nombre de femmes n'aient pas compris l'intérêt du dépistage. Ça n'est pas d'augmenter le chiffre de participation pour augmenter le chiffre de participation, mais c'est un service qu'on rend donc aux femmes, et c'est dommage qu'elles n'en profitent pas, en sachant qu'un cancer, plus il est dépisté tôt, plus il est facile à traiter. Est-ce qu'il existe encore des idées reçues sur le cancer du sein, notamment par rapport au dépistage? Des idées reçues, enfin, il y a des idées, oui, dans le sens où certaines femmes pensent que le dépistage donne le cancer. Le dépistage ne donne pas le cancer. C'est-à-dire qu'en fait, si on trouve un cancer, c'est qu'il existait auparavant et l'intérêt, c'est qu'on le dépiste bien plus tôt, donc les chances de guérison sont bien plus grandes. Actuellement, les chances de guérison sont de 99%, les chances de survie, donc à 5 ans, sont de 99% quand il est dépisté très tôt. Un mot avant de se quitter sur l'association Doc Savoie. Quelle est tout simplement la vocation? La vocation, c'est d'organiser le dépistage. Donc nous, notre rôle, c'est à la fois d'inviter les femmes, donc tous les 2 ans, donc de 50 à 74 ans, à aller faire une mammographie, d'organiser la relecture des clichés et de rendre des résultats aux patients et aux médecins. Moi, je sers un petit peu de lien pour coordonner les informations quand il y a des cas particuliers. Et on collecte aussi toutes les données de suivi, parce que notre rôle aussi, c'est d'être dans une démarche de qualité. Donc, il faut qu'on évalue ce qui est réalisé. Voilà, donc ça ne s'arrête pas à proposer, mais on collecte aussi toutes les informations. Merci beaucoup, Anne de Lorraine. Bravo pour votre combat. Je vous invite à rejoindre la régie et bonne continuation pour notamment sur ce mois d'octobre. Allez, on passe à la rubrique Bonne idée. Lucie Hainaut, je t'en prie, installe-toi. Alors, bonjour. Bonjour. Une fois toutes les 6 semaines environ, c'est encore à définir concrètement, tu viendras sur ce plateau, ici sur Accès Direct, pour nous donner tes bons plans en matière de cosmétiques naturels. Exactement, j'aurai le plaisir. Alors, tu es esthéticienne de formation et tu as envie de sauter le pas en créant ta boutique Lulu Butine il y a bientôt 3 ans. Exactement. Qu'est-ce qui t'a motivé? Alors en fait, c'est en explorant diverses facettes de mon métier, donc d'esthéticienne, de spa praticienne, de responsable de spa, que je me suis rendu compte que beaucoup de mes clientes se plaignaient de problèmes d'allergie à leurs produits, étaient perdues parmi tout le choix en produits de beauté. Et d'un côté plus personnel, j'avais besoin de travailler avec des partenaires qui soient authentiques, qui jouent le jeu de la transparence de composition et de fabrication de leurs produits. Donc j'en suis venue à créer Lulu Butine, donc ma boutique, Lulu pour mon surnom, et Butine pour la petite définition qui veut dire chercher de ci, de là pour se procurer certaines choses. Donc en fait, je teste moi-même et sélectionne les produits qui sont en boutique en sélectionnant des produits qui respectent 4 critères qui me tiennent particulièrement à cœur. Donc des produits naturels, respectueux de la santé et de l'environnement, des produits qui ne polluent pas, des produits qui viennent de France et non testés sur les animaux. Les produits bio, les produits naturels, c'est quelque chose que tu as toujours défendu? Alors, j'en suis venue petit à petit. Voilà, au jour d'aujourd'hui, c'est pas un effet de mode. C'est pas des produits réservés aux hippies, aux écolos, comme on peut l'entendre parfois dire. Il y a eu énormément d'avancées en chimie verte pour se faire plaisir, avoir des produits efficaces sans s'appliquer des dérivés pétrochimiques sur la peau. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, tous les produits qui sont vendus dans ta boutique, tu les as essayés? Exactement. Je teste tout. À mes risques et périls, non, ça se passe très bien. Comment tu nous as donné tes critères, mais comment est-ce que concrètement tu choisis? Tu te dis, bon, bah, ce produit-là, j'ai envie de le tester. C'est d'abord un coup de cœur personnel qui après pourrait devenir un argument de vente? Alors, c'est beaucoup de recherche sur la composition des produits, chaque ingrédient, sur l'histoire. Je cherche beaucoup d'éthique et après, voilà, je teste. C'est très important en tant qu'esthéticienne, j'ai été habituée à beaucoup de produits efficaces. Donc je veux aussi de l'efficacité avec les produits que je propose en boutique et des produits naturels, authentiques toujours. Alors, quelques mots sur le greenwashing. Oui. Qu'est-ce que c'est que le greenwashing? Quesaco. Donc en français, ça veut dire éco-blanchiment. Donc en fait, ça consiste à faire passer des produits dits naturels, sains, écologiques, alors qu'ils ne sont pas vraiment.
Donc en fait, c'est très difficile au jour d'aujourd'hui de repérer ces produits. Donc j'ai des petites astuces pour les repérer. Donc par exemple, il ne faut pas se fier à une plante verte qu'on pourrait trouver sur l'emballage ou des écritures écrites en vert. Des produits, des packaging qui pourraient être transparents, qui évoqueraient de la pureté, alors que ça ne l'est pas vraiment. Je vous conseillerais aussi de vous méfier des enseignes. Malheureusement, on peut être confronté au greenwashing dans les pharmacies, parapharmacies, les grandes enseignes. Se méfier aussi des sans parabènes, on le voit beaucoup. Ça veut rien dire en fait. 0% de quelque chose, ça veut rien dire parce qu'en fait, à la place, il y a autre chose, pas forcément ça. Du coup, comment on fait parmi tout ça? Faire confiance aux labels, donc comme le Cosmos Organique ou le Slow Cosmétique, et puis de venir dans des boutiques spécialisées. Comme les boutiques. Voilà. Comment tu peux expliquer le fait que ça soit aussi développé aujourd'hui? Alors, les gens ont une vraie prise de conscience sur les produits naturels. Ils se rendent compte que ce qu'ils utilisaient n'était pas forcément bon. Donc les personnes creusent de plus en plus les matières premières, l'histoire des produits, la fabrication. Et il y a maintenant un grand engouement d'authenticité et pour prendre soin de soi, quoi, toujours. À qui s'adressent les produits que tu vends? À tout le monde, aux hommes, aux femmes. J'ai même une gamme aux enfants, bébés même et enfants. Voilà, le public est large. Alors je crois savoir que tu souhaitais mettre à l'honneur 2 produits de marque. Oui, tout pour à cette fait. première. Alors, 2 marques. Donc, on va commencer par mon dernier coup de cœur, qui est la Canopée. Donc, la Canopée, c'est l'histoire de 2 femmes, donc Cécile et Juliette, qu'on voit juste ici, 2 femmes passionnées et engagées dans la protection de la planète et de l'environnement. Elles ont créé elles-mêmes leur gamme et ont décidé de tout contrôler, donc de la formulation à la création de leurs produits dans leur atelier à Grasse. Elles ont sourcé... Capitale du parfum. Exactement, ça sent d'ailleurs très très bon. Elles ont sourcé chaque matière première de leurs produits et opté pour le grade vierge et le grade biologique dès qu'il était possible de le faire. Donc du coup, une excellente composition. Et on retrouve des senteurs merveilleuses. Donc là, on est sur un lait démaquillant à la vanille et à l'amande. On voit même les petites graines de vanille qui vont parfaire le démaquillage. Et ça sent tellement bon qu'on aurait envie de le manger, ce lait. Voilà. Et en deuxième produit... Un rouge à lèvres. Un rouge à lèvres que je porte aujourd'hui pour vous montrer. D'accord. Donc, on est sur un rouge à lèvres de la marque Zao Makeup. Zao Makeup, c'est l'histoire de 3 amis, hommes, qui ont créé cette gamme. Et oui. On est sur, en fait, du bambou. Du bambou à l'intérieur comme à l'extérieur de leurs produits, parce qu'il faut savoir que le bambou est excellent pour la peau, mais aussi pour l'environnement. Le bambou, c'est un arbre qui est stockeur de carbone. La croissance du bambou est extraordinaire. Donc, en fait, ça fait de lui le champion de la capture de carbone. Donc, tout leur emballage est fait en bambou, comme on le voit juste ici. Et le petit plus, ce sont des produits rechargeables. Donc, quand vous avez fini votre rouge à lèvres, vous enlevez juste la recharge. C'est sympa, hein? Ouais. Donc du coup, ça permet d'avoir des produits écologiques, puisqu'on garde toujours le socle de bambou, et économiques, puisqu'on rachète juste la recharge, qu'on revient clipser dessus, et 0 déchet. Ça plaira à Camille. Voilà. Tout à l'heure, tu insistais sur le fait les produits que tu proposes viennent de France. Ils viennent d'où? Est-ce que tu arrives notamment à trouver des produits qui viennent d'ici, Savoie ou de Savoie ou aux alentours? Alors, ça vient d'un peu partout en France. Je dirais que toutes les régions sont représentées. Ici, j'ai justement Zao qui est en Rhône-Alpes et aussi une marque qui s'appelle l'Amazona qui est spécialisée dans le 0 déchet, qui est aussi en Rhône-Alpes. Et après, j'ai des produits qui viennent d'un peu partout, des Deux-Sèvres, beaucoup le sud de la France. Forcément. Le soleil. Donc le soleil, tout le monde est représenté en boutique. On n'a pas donné l'adresse de Lulu Boutique? Alors, Lulu Butine est au passage du Pré-Carré, donc rue Sommeiller, dans le plein centre-ville d'Annecy. Dernière question. Tous ces produits-là, on n'a pas parlé de la gamme de prix. On imagine que c'est abordable? C'est abordable. Le bio... Parce que ça fait partie aussi des idées reçues qu'on peut avoir sur tout ce qui est bio. Exactement. Beaucoup de personnes associent le bio à la vie chère. C'est accessible. Par exemple, le rouge à lèvres, on est à moins de 17 €.
Voilà, donc avec son étui en bambou en plus. Donc maintenant, comme je vous disais, il y a énormément d'avancées en chimie verte pour proposer des produits sains, naturels et accessibles. Merci beaucoup. Avec plaisir. Lucille, à Au bientôt. revoir, à bientôt. Allez, on termine cette émission avec du sport, comme chaque lundi. Je vous en prie, messieurs, installez-vous. Johan Ruot, Martin Mileriou. Alors, Martin Mileriou en rouge, Johan Ruot en noir. Vous êtes respectivement entraîneur-joueur des Chevaliers du Lac d'Annecy, président, nouveau président, jeune président. On va démarrer avec vous, d'ailleurs, Johan. Comment est-ce qu'on devient président? Vous êtes arrivé cet été? Oui. Comment ça s'est passé? C'est assez facile. Hein. Il n'y a pas beaucoup de postulants à ce poste-là. Comment on devient président? Il faut avoir déjà la confiance des adhérents, la confiance de l'ancien président. En tout cas, lui, il avait confiance en moi pour continuer son action, en tout cas. Voilà. Et ce qu'il avait entrepris, il avait des ambitions professionnelles à faire et il avait besoin de temps. Donc, il a dû lâcher le club et voilà. Donc, il m'a passé le flambeau. Alors, votre arrivée coïncide avec la redescente en Division 2, qui correspond en réalité à la 3e division. C'est un petit peu compliqué pour ceux qui ne suivent pas trop le hockey. L'objectif, c'est de repartir sur des bases totalement nouvelles, ou on reste un petit peu dans la continuité? On reste dans la continuité. Ça avait été l'engagement de l'année dernière de Michael de continuer sur cette lancée. Ils font champion de D2, on monte en D1, on garde le même budget. On le sait que ça va être compliqué sportivement. Voilà, ça passe à 1 point, 2 points de gagner. On fait 3 matchs de play-down. Donc on est allé jusqu'au bout et malheureusement on redescend. Mais pour rebondir, tout simplement. Martin Mileriou, vous êtes entraîneur-joueur avec Cyril Papa depuis maintenant 3 saisons, c'est la 3e saison. Vous avez donc connu la saison dernière en Division 1. Est-ce qu'avec le recul, est-ce que vous avez le sentiment que le club dans son ensemble était structuré pour évoluer à l'époque à ce niveau? Alors non, ce n'était pas une surprise, mais effectivement, on est monté sportivement en D2, on n'a pas pu refuser la montée en Division 1. On le savait, avec Cyril, on a un petit peu d'expérience dans le hockey. Alors, on est loin d'avoir la science infuse, mais on a pu jouer un petit peu. Et voilà, la D1 maintenant, à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui est, on va dire, très structuré. Et à l'heure actuelle, à Annecy, on n'était pas en mesure, on le savait. C'était un beau défi sportivement. Je pense qu'on a pris du plaisir, malgré les défaites, c'était pas évident. Mais voilà, on en avait conscience et c'est malheureux à dire, on va dire, mais si on avait dû, au début de saison, nous dire on signe avec 25 points, on aurait signé des 2 mains sans hésiter. Malheureusement, ça n'a pas fait. Donc, on a appris sportivement. J'espère que tout le monde va évoluer, la structure va grandir et pour l'instant, on va se structurer en D2 pour pouvoir repartir sereinement un peu plus tard en D1. Vous êtes donc totalement en phase avec le projet porté par Johan? Oui, effectivement, financièrement, c'est très bien. On ne peut pas rivaliser avec les grosses écuries. On va essayer aussi, donc, en parallèle, de relancer un petit peu des jeunes qui sont formés à Annecy. Donc, c'est l'idée, sachant qu'avec Cyril, on travaille aussi sur le hockey jeune, le hockey mineur. Donc, ça nous tient à cœur, essayer d'intégrer quelques jeunes avec nous dans le groupe pour pouvoir après rebondir. Mais voilà, c'est un beau défi qui nous attend. Johan, on sait que pour ceux qui suivent le hockey, il y a beaucoup de problèmes financiers, beaucoup de problèmes structurels dans le hockey français. Très concrètement, dans les années à venir, est-ce qu'Annecy a les moyens aujourd'hui d'avoir une équipe de haut niveau? Alors sans parler de la Ligue Magnus, mais au moins la division. Est-ce que d'un point de vue structurel, vous pensez que le club pourrait un jour postuler? Alors, on fait tout pour. Aujourd'hui, on est sur Annecy, ça reste quand même la préfecture. Il y a de l'argent sur Annecy, il faut que les entreprises nous fassent confiance, viennent nous voir, investissent sur l'équipe, sur le club, pour nous aider. Il ne manque pas grand-chose. Réellement, il ne manque pas grand-chose. Mais voilà, il y a le petit cap à passer qui fera qu'on sera stable en D1 et qu'on aura l'équipe qu'il faut. Aujourd'hui, sportivement, les 2 entraîneurs font ce qu'il faut pour que l'équipe travaille fort. Maintenant, voilà, il faut que le financement suive et on va faire attention à ça. Alors, ce championnat de Division 2 a débuté il y a peu. Après 2 journées, le bilan est le suivant. Une défaite à domicile contre Clermont-Ferrand, une victoire à Limoges. Il y a du bon et du moins bon. Effectivement, vous avez tout vu. Donc, voilà, on a fait le choix aussi avec Cyril d'aller chercher des joueurs français expérimentés. Des joueurs qui ont connu des divisions supérieures comme la Magnus. C'est un rythme de vie différent, donc on savait très bien en changeant une grande partie de l'effectif qu'il allait y avoir un temps d'adaptation. Le match de préparation n'était pas forcément concluant. On l'a vu, on a été averti, je pense, contre Clermont-Ferrand, qui est une belle écurie. On a repris un petit peu de confiance à Limoges, qui, voilà, sans leur jeter la pierre, ça sera un petit peu difficile pour eux, je pense. Et voilà, en Coupe de France, on avait l'occasion. On va y venir, justement. On va y venir, voir les je images. vais vous laisser alors là, la Coupe de France. Déception à la Coupe de France, ça reste une compétition, on n'allait pas la gagner, c'était une certitude.
On voulait faire une belle fête du hockey à la maison. Ça a été un bon match, mais voilà, on n'a pas le résultat escompté au bout. Justement, on va voir les images de cette rencontre de samedi. Annecy contre Morzine, premier tour de la Coupe de France, avec une ouverture du score pour vous à la 12e minute. Annecy qui va marquer un deuxième but juste à la sirène de la fin de la première période. C'est le capitaine Benjamin Arnaud qui porte le score à 2-0. Mais le troisième tiers-temps va vous être fatal puisque Dominique Havlik va réduire la marque tout d'abord à 8 minutes de la fin. C'est ensuite David Nippard qui va égaliser à 38 secondes de la sirène finale après un mauvais dégagement. Et malheureusement, en tout cas malheureusement pour Annecy, heureusement pour Morzine, c'est Morzine qui va créer une petite surprise, on peut le dire, avec un troisième but signé Karl Malmquist en prolongation. Un but synonyme donc de qualification pour les 16e de finale de cette Coupe de France. On écoute les entraîneurs en réaction d'après-match. Normalement, on donne pas d'explication à chaud, mais ça nous pendait au nez, on va dire. Voilà. Avec Cyril, on a résumé le truc, ça nous pendait au nez. C'est un objectif, d'autant plus que passer un tour et pouvoir recevoir la maison. Et au-delà de ça, on voulait, on va dire, effacer la performance contre Clermont-Ferrand lors de la première journée à domicile. Donc on avait à cœur de faire un gros match. Je pense pas qu'on ait dominé la rencontre. On a eu des bons passages à vide, un gros Benjamin Carrier dans les cages. Difficile, une belle équipe de Morzine. Et on flanche là sur 5 dernières minutes. Mais deuxième tiers, on a eu beaucoup de mal. On était 2 buts devant, on voulait ouvrir un petit peu trop le jeu. C'était pas nous de le faire, c'était à Morzine, ils attendaient que ça. Ils ont des joueurs de talent et on s'est dit que ça allait tenir. On l'a payé sur les 5 dernières minutes et dans la dernière minute notamment. C'est tout un travail de groupe, donc c'est bien parce que je leur ai dit avant de monter au 3e tiers que tout se faisait sur ces 20 minutes et qu'on ne doit pas lâcher et que ça démarrera la saison comme ça et qu'on a besoin de ces moments-là pour créer un groupe et puis d'avancer et c'est ce qui s'est passé. Donc c'est plus fort d'une victoire dans la douleur et voilà, elle a été à l'arraché, ils se sont battus jusqu'au bout et donc c'est bon, ça fait plaisir. Le hockey, ça se joue jusqu'au bout tant que ça n'a pas sifflé. Et des fois on inverse le cours du jeu, enfin c'est même pas inversé, c'est que le réalisme, il vient à un moment donné où on a juste le petit déclic qui fait que ça passe et puis on ne l'a pas eu pendant 60 minutes et puis à la 63e minute, ça marche, quoi. Martin, 2 jours plus tard, l'analyse est la même? Oui, l'analyse est la même. On n'était pas si mauvais que ça. Non, effectivement, c'est un match serré, c'était un match enlevé, on va dire, pour la Division 2. On était surpris même du niveau proposé. C'est-à-dire que Morzine, on connaît, c'est une belle écurie. Ça va faire des bons derbies. On a la chance de les rencontrer dans 15 jours, encore une fois. Mais effectivement, on a, je pense, ouvert un petit peu trop le jeu. On avait des chances de tuer le match à 2-0. 3-0, c'est plus le même match. Ils sont revenus, ont tendu le bâton pour se faire battre et j'espère qu'on va apprendre de nos erreurs. Johan, dernière chose avec vous. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là pour cette saison 2018-2019 ? De continuer sur cette lancée, que l'équipe fasse du mieux qu'elle peut. C'est notre vitrine, c'est ce qui nous fait connaître sur le bassin annécien et c'est ce qui nous ramène du monde, qui viennent découvrir ce sport, parce qu'il y en a plein qui ne connaissent pas ce sport, donc c'est un beau show. Et puis que les résultats soient là, ça j'en doute pas. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Bonne continuation pour la suite de la saison. Je vous invite à rejoindre la régie. Quelques résultats avant d'accueillir Fanette pour le rappel des titres. En football, mauvaise opération pour le FC Annecy qui s'incline 1-0 au Parc des Sports d'Annecy contre Pontarlier. En handball, Chambéry continue son sans faute avec une 5e victoire en 5 matchs de Division 1. Dernière victime en date des Savoyards, c'est le club d'Istres. C'est plus compliqué en revanche pour le SO Chambéry Rugby qui s'incline à Bourgoin en Fédéral 1. Score final 22-15 pour les Bergaliens. Voilà, on a fait le tour. Fanette, c'est à toi. Tu es de retour pour le rappel des titres. Et alors, Fabrice, c'est quelqu'un sur Internet, sur Facebook qui nous a donné. Oui, c'est ce qu'on m'a dit quand je suis sortie. Alors, les titres du journal, on va parler de la colère d'un maire savoyard. Voilà, le maire d'Aillon-le-Jeune, on a déjà parlé dans le JT. La station d'Aillon se pose pas mal de questions sur son avenir. Et donc, le maire jette l'éponge, en fait, après 4 ans de mandat. Donc, on l'entendra dans le JT. Et puis, une exposition à Palexpo qui ravira petits et grands. Voilà, 1 million de petites briques de Lego à découvrir sous forme de sculpture. Il y a une centaine de sculptures. C'est une exposition qui a fait un petit peu le tour du monde. Et là, elle fait un arrêt pour 3 mois à Genève. Donc, on verra le reportage de Jean-Paul. Merci beaucoup, Fanette. On se retrouve dans quelques minutes après la page de pub. Donc, pour le journal, à tout de suite.